Contribuez à la réussite des élèves au Centre de services scolaires de Montréal. Découvrez nos offres d'emploi en enseignement, orthophonie, psychoéducation, éducation spécialisée ainsi qu'en services de garde et soutien à la classe sur cssdm.ca/emploi. Rejoignez-nous pour faire la différence. Bonne écoute. Nous sommes le mercredi 23 avril. Voici à la une. Bonjour, bon début de journée, bon mercredi. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Content de vous retrouver ce matin. Merci d'être des nôtres pour commencer cette nouvelle journée. Pas mal de choses au menu. On va revenir sur une annonce qui est sortie hier. C'est en après-midi sur l'interdiction des cellulaires. Non seulement en classe, parce que ça c'est fait, mais à l'école secondaire, à l'école primaire. À l'école primaire, de ce qu'on comprend, c'est que ça pose peut-être pas trop un problème. À l'école secondaire, ça peut devenir un peu plus problématique. Donc, quelle est la position des parents, des élèves, des directions d'école? Bref, la recommandation, c'est à la suite de cette commission, justement, sur l'utilisation des écrans qu'on en vient à cette recommandation pour le gouvernement du Québec. Le ministre Bernard Drinville n'a pas fermé la porte. C'est Jean-Philippe Robillard qui sera avec nous pour nous parler de ça, nous faire part des différentes réactions. Sinon, Vincent Maisonneuve, bonjour d'abord. Bonjour Mathieu. On va se parler ensemble d'un scoop, d'une nouvelle que donc a publiée ce matin notre collègue Véronique Prince à Québec, qui touche la Fédération des médecins omnipraticiens, qui craint véritablement, en tout cas à en croire les représentants de cette fédération, que le gouvernement aille de l'avant avec l'implantation d'une espèce de catégorisation de patients où les moins en santé seraient suivis par un médecin et les gens plus en santé devraient se tourner vers le guichet d'accès à la première ligne. Oui, cette histoire-là, on en avait entendu parler en octobre dernier, cette idée de catégoriser les patients avec des codes de couleur. Les verts en santé auraient accès au guichet d'accès. Les rouges, plus vulnérables, auraient, eux, un médecin de famille. Même pour faire de la place, il faudrait désinscrire des millions de Québécois. Le ministre de la Santé qui, à l'époque, avait dit non, on n'est pas pressé, on s'en va pas du tout vers cette direction-là. Sauf que les médecins, les omnipraticiens viennent de dire, bien, c'est revenu à la table des négociations, cette idée-là. Donc, c'est un scénario que le gouvernement étudie pour vrai. Bref, on va en parler en plus en détail, mais ça va faire réagir cette histoire-là. C'est très clair aujourd'hui. Oui, d'autant qu'hier, François Legault accordait différentes entrevues, notamment à notre collègue Patrice Roy. Et il est revenu sur l'importance de s'entendre avec les médecins de famille, que c'était difficile de s'entendre avec ces gens-là. Et là, cette nouvelle-là qui sort ce matin, alors effectivement, ça risque de faire réagir. On y revient dans les prochaines minutes. Le temps de parler météo avec Véronique Mirand. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Un peu plus de soleil aujourd'hui? Un petit peu. Un petit peu plus de soleil aujourd'hui, oui. Des températures un petit peu plus élevées aussi. Donc, on ira avec 12 à 14 degrés. Les Laurentides, ça restera peut-être autour de 8. Là. Le ciel sera plus nuageux de ce côté. Généralement nuageux aussi vers l'Estrie, Québec, 9, 10 degrés. Mais Montréal, l'Outaouais, on ira chercher un ciel variable. Alors, c'est quand même intéressant. On a un petit vent d'ouest, 20-40 km à l'heure. Ça va rester assez dégagé comme ciel la nuit prochaine ou ça va se dégager dans les endroits où c'est nuageux. Les températures seront près de 3 degrés à Montréal. Ça variera entre 0 et moins 2 sur le sud, centre du Québec. Et demain, jeudi, un peu de soleil le matin. Les nuages reviendront à la charge en après-midi. Les vents seront du nord-est une vingtaine de kilomètres à l'heure. On pourrait avoir quelques gouttelettes de pluie. Probabilité de 30 seulement pour les secteurs plus au sud, mais vers les Laurentides, une probabilité qui grimpera à 60 On aura des températures de l'ordre de 11 à 13 degrés, 15 pour Montréal. Vendredi, éclairci le matin, les nuages reviennent en après-midi. La nuit, on a de la pluie. Samedi, c'est pluvieux. Et dimanche, amélioration. On s'en va vers une belle journée. Des températures agréables. 14, 15, 16, 17 degrés. Donc, enfin, là, une douceur un petit peu plus assumée. Il y a encore de la neige par endroits ce matin. Et oui, du côté de l'Abitibi, ça tombe sous forme de flocons. Ça devrait se dégager d'ici cet après-midi. Les températures vont grimper jusqu'à 10. Des averses vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent aussi. C'est une pluie intermittente là, qui va cesser
en mi-journée, 4 à 6 degrés. Flocons mêlés de pluie sur la péninsule gaspésienne ainsi que la Côte-Nord aujourd'hui. En fait, c'est plutôt de la neige ce matin, puis ça se changera en pluie par la suite. 2-3 degrés, pas plus aujourd'hui. Ça grimpera davantage demain. En territoire ontarien, on a encore pas mal de nuages sur la portion nord. Il pourrait rester quelques averses résiduelles, mais une douzaine de degrés quand même. Plus ensoleillé vers Sudbury, autour de 13, assez variable pour Toronto. Windsor, 16, 22 degrés. C'est quand même intéressant, c'est toujours plus frais, un petit peu plus près des lacs quand même. La quinzaine à Ottawa, plutôt variable aujourd'hui. Et dans l'ouest, beau temps à Vancouver, 14 à 18 degrés. Dans les prairies, même si c'est un petit peu plus nuageux vers Edmonton, autour de 13 pour ce qui est des maximums aujourd'hui. Calgary, on verra un peu plus de soleil. Variable également sur le sud de la Saskatchewan. On maintient quelques averses en place sur le sud du Manitoba, 7, 8 degrés. Et des conditions, des températures qui vont dépasser la dizaine là, dans les prochains jours pour l'ouest canadien également. Alors, mois d'avril décevant jusqu'à maintenant, beaucoup de fluctuations côté température. On s'en va vers une douceur plus intéressante là, pour le dernier segment du mois. C'est ça, la bonne nouvelle, c'est que le mois achève. Oui. C'est un mois décevant qui achève. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Now the Leafs have numbers. Leafs sends that too many men in the ice for a second. They get the benefit of the doubt. Here's Domi! Score! La sirène, les Maple Leafs de Toronto. Olivier Pellerin, bonjour, on va parler de sport. Alors, commençons par le hockey. On aura compris que les Maple Leafs de Toronto donc, ont gagné leur deuxième match face aux Sénateurs d'Ottawa. Deuxième match à la maison pour les Leafs qui affrontaient effectivement les Sénateurs qui avaient été très indisciplinés lors du premier match. Il y a eu des ajustements grâce à tout ça. Ça a été un match beaucoup plus serré pour les Sénateurs qui ont forcé la prolongation face aux Maple Leafs hier. Mais ce sont les Leafs qui ont filé avec la victoire. Une victoire de 3-2 grâce à ce but que vous venez d'entendre, ce but de Max Domi en prolongation. Il a profité du passage de Simon Benoît devant le gardien Linus Ullmark pour lui voiler la vue et ce tir est rentré et a donné cette deuxième victoire en 2 matchs pour les Maple Leafs de Toronto, donc qui quittent Toronto vers Ottawa avec ces 2 victoires en poche et l'avance 2-0. Chez les Sénateurs, il faut noter tout de même le premier but en carrière en séries éliminatoires pour Brady Tkachuk hier. C'est lui qui a marqué le premier des Sénateurs, mais donc voilà, ils ont déjà ce retard à combler. Retour à la maison, peut-être que ça motivera les troupes, mais quand même, ça a été un bien meilleur match et un match où on a vu des buts. Les 3 premiers buts ont été marqués soit par un patin, le corps d'un joueur et aucun bâton. Donc, c'est un peu ça, le hockey des séries. On va devant le filet, on espère que la rondelle puisse dévier à un certain moment. Ça a été le cas pour les 3 premiers buts. Et donc, voilà les Maple Leafs de Toronto bien en selle. On avait cette bataille de l'Ontario. On avait aussi hier le tout premier duel de cette bataille de la Floride entre les Panthers et le Lightning de Tampa Bay. Ça marquait aussi le retour au jeu de Matthew Tkachuk, qui était absent depuis le 8 février dernier, blessé lors de la confrontation des 4 nations. Il a manqué aux Panthers lors de cette fin de saison. On l'a un peu protégé pour lui permettre de revenir en forme en séries éliminatoires. Hier, 2 buts, 1 passe pour Brady Tkachuk. C'est lui qui a eu la première étoile dans cette victoire de 6-2 des Panthers face au Lightning de Tampa Bay. Donc, tout un début pour lui. Ça a été un match très robuste, encore une fois, ce qui a été un peu la marque de commerce des Panthers jusqu'à présent là, dans cette conquête de la Coupe Stanley. Ils ne semblent pas prêts d'arrêter cette saison. Donc, premier match remporté par les Panthers hier. Il y en avait 4 à l'horaire. Je vous mentionne aussi cette deuxième victoire des Hurricanes face aux Devils. Ils ont les devants 2-0 dans cette série. Et c'est égalité 1-1 entre le Wild et les Golden Knights de Vegas. Hier, le Wild du Minnesota qui a remporté son match 5-2. Il y aura plusieurs matchs à l'affiche ce soir, dont le Canadien de Montréal face à Washington. Ça se passe encore une fois ce soir à Washington. Et l'alignement risque d'être pas mal le même que lors du dernier match, même si certains partisans aimeraient peut-être voir un peu plus de robustesse en la personne de Jack High. Certains n'ont pas aimé la robustesse ou en fait le voir le Canadien subir lors de ce premier match. Toutes ces mises en échec, ces coups après le sifflet des arbitres. Effectivement, deuxième match ce soir contre les Capitals à Washington. Et il a beaucoup été question justement hier d'Arbor Jack High. Est-ce qu'il réintégrera l'alignement, lui qui a raté 9 des 10 derniers matchs de la saison du Canadien? Voici les réponses offertes par Martin Saint-Louis lors de son point de presse. Je trouve qu'on a géré leur pression correct, mais c'était l'autre jeu après qu'on n'était pas capable de faire. Fait qu'on n'était pas en possession la première. Fait que quand t'es pas en possession, mais guess what? Ça revient. C'est parce qu'il faut que tu sortes quelqu'un aussi. T'sais. C'est quoi que tu gagnes? C'est quoi tu perds? Moi, je pense que ça ne changera pas le style de jeu de Wilson. Puis c'est quelque chose la game est demain. Fait que aujourd'hui, on prend toute l'information, puis on prend la décision.
On aura tout le résultat de ces heures de cogitation pour Martin Saint-Louis. Ça aura lieu aujourd'hui, probablement fin d'avant-midi, sinon tout juste avant le match. Ces décisions qui viendront. Donc, match qui aura lieu à 19h. Il y en a 2 autres. Les Stars et l'Avalanche à égalité 1-1 dans leur série. Et aussi les Oilers d'Edmonton qui ont perdu leur premier match disputent leur deuxième ce soir à Los Angeles contre les Kings. C'est ça, dire une chose et son contraire pour mêler l'adversaire. Exact. C'est un peu la stratégie. Merci beaucoup, Olivier. Salut, bonne journée. Salut. Alors, la Fédération des omnipraticiens du Québec fait la manchette ce matin. C'est un article de notre collègue Véronique Prince, c'est publié sur notre site Internet. La Fédération qui craint, Vincent, que le gouvernement Legault soit tenté de désinscrire environ 5 millions de patients québécois de leur médecin de famille pour faire de la place à ceux dont l'état de santé est plus vulnérable. Le ministre Christian Dubé, il faut s'en rappeler, avait nié cette possibilité-là l'automne dernier. Ça avait fait son apparition, cette hypothèse-là ou cette aventure-là ou cette possibilité-là, oui, de traiter les patients de cette façon-là. Ça a fait son apparition dans l'actualité. Mais la Fédération médicale prétend que ça fait bel et bien partie d'une négociation avec le gouvernement. Oui, tout à fait. C'est ce que nous apprend Véronique Prince ce matin. Un petit peu de contexte. L'automne dernier, c'est notre collègue de Québec, Alexandre Drolet, qui avait publié un article dans lequel on apprenait que l'idée d'affecter uniquement les patients vulnérables à un médecin de famille était un scénario qui circulait au ministère de la Santé. Un scénario qui suggérait notamment de classer les patients par code de couleur, là, selon leur état de santé. Les patients verts en bonne santé seraient dirigés vers le guichet d'accès à la première ligne, un guichet modifié, et les patients en moins bonne santé, les rouges, auraient un médecin de famille en bonne et due forme. À ce moment-là, le ministre de la Santé, Christian Dubé, semblait avoir fermé la porte, mais ce que nous apprend aujourd'hui Véronique Prince, c'est que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ, se dit convaincue que c'est vraiment un scénario à l'étude parce que les négociateurs du gouvernement sont revenus subtilement à la table de négociation avec leur fameuse pastille de couleur. Là, vous avez le président de la FMOQ, le docteur Marc-André Amiot, qui se dit très inquiet. Selon lui, ça revient à retirer le médecin de famille à environ 4 900 000 patients jugés en santé, donc avec une cote verte. On ne veut pas que vous retiriez des médecins de famille à des patients qui, soi-disant, iraient dans la pastille verte ou la pastille jaune. Et en passant, qui va déterminer dans quelle pastille de couleur vous êtes? Ça va être des fonctionnaires. Alors, vous allez faire confiance aux fonctionnaires pour déterminer la pastille de couleur des Québécois. Les médecins de famille, ils ne font pas ça. Vous avez besoin d'un médecin de famille. Oui, et l'autre élément sur lequel insistent les médecins de famille, c'est qu'il faut continuer à suivre les patients parce qu'un patient en santé aujourd'hui va peut-être être un patient moins en santé et en étant suivi par un médecin de famille, on va voir venir les coûts. Et le lien de confiance qui s'établit entre le patient et son médecin est essentiel. On va entendre la docteure Louise Caron. Elle assure qu'aucun de ses patients mérite d'être désinscrit, là, même ceux qui recevraient la cote verte parce qu'ils sont en apparence en bonne santé. La docteure Caron nous donne un bon exemple d'une de ses patientes là, qu'elle a vue récemment. Je vois une jeune professionnelle dans la trentaine qui a 3 enfants, dont un de ses enfants est un petit peu plus malade, qui a besoin d'un suivi plus ponctuel. Elle établit un lien de confiance avec moi. Elle est capable de discuter. Elle est déprimée, ça ne va pas. Elle est triste. Elle a de la misère à se concentrer à travailler. Elle n'a sur aucun code de vulnérabilité. Mais si elle n'était pas suivie avec un médecin de façon régulière, probablement qu'avec la pression sociale, elle ne serait pas capable d'admettre qu'elle a un problème, qu'elle va en discuter. Et ces problèmes-là sont majeurs. Il y a un impact au niveau de leur emploi, de sa famille et d'elle-même. Donc, est-ce qu'une patiente comme celle-là, qui aurait eu la cote verte, ce serait spontanément ouverte à un médecin rencontré pour la première fois grâce au guichet d'accès? La question se pose. La docteure Louise Caron en a beaucoup d'autres exemples du genre. Il y a des patients que je vois... On parle dans la quarantaine, un jeune homme que je vois de façon annuelle, tout d'un coup, je le vois arriver, il a pris 30 à 40 livres. Puis en faisant ses tests,
Bien, c'est un diabète de type 2, puis on sait que tous les dommages que ça peut faire, mais lui, il n'était pas coté vulnérable. Pour la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le vrai problème, c'est la pénurie de médecins. Au cabinet du ministre de la Santé, on assure qu'il n'est pas question de retirer de médecins de famille à personne et que le gouvernement a pris l'engagement que chaque Québécois puisse être pris en charge d'ici l'été 2026. Bref, il faudra voir la suite des négociations. Et les réactions certainement à venir aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On va continuer à parler de santé parce que c'est ce qui fait la une également du quotidien La Presse de ce matin. Pas tant les négociations avec la Fédération des médecins omnipraticiens, mais plutôt ce qui se passe dans nos urgences. Gabriel Lemarque-Ampero est dans notre studio d'Ottawa. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Parce que La Presse nous présente son traditionnel palmarès, justement, des urgences. Oui, à la une du quotidien La Presse ce matin, les malades sont encore très nombreux à se présenter aux urgences, dit La Presse. En 2024-2025, plus de 3,7 millions de visites ont été faites dans les salles d'urgence de la province. Un sommet en 5 ans. Mais malgré ces hausses de visites, la durée moyenne des séjours, soit le nombre d'heures qu'un patient passe sur une civière avant d'obtenir son congé, d'être hospitalisé ou d'être orienté ailleurs, reste stable au Québec. Les hôpitaux qui obtiennent le même score que l'an dernier, soit la lettre C dans le palmarès des urgences de La Presse. Plusieurs critères sont considérés pour obtenir les notes qui figurent au palmarès des urgences, dont la durée moyenne des séjours sur civière. Et ce qu'on remarque dans le palmarès, c'est que ce sont les régions des Laurentides, l'Outaouais et la Montérégie qui ont les pires durées moyennes de séjour aux urgences dans la province. Le Devoir, une journaliste en fait du Devoir publie un livre sur les transformations qui ont façonné jusqu'ici les réseaux de la santé au Québec. La journaliste Marie-Michelle Sioui, l'ancien conseiller politique Pascal Maillot qui publie ce livre, en fait le livre qui a été publié hier sur les réformes ayant façonné le réseau de la du système de santé. Et dans l'ouvrage, le livre qui est intitulé L'indomptable mammouth, le titre qui fait référence au lourd réseau de la santé, les auteurs qui commencent leur récit peu avant l'entrée en vigueur du régime de l'assurance maladie au Québec dans les années 1970 et terminent leur livre avec la création de Santé Québec. Le livre donne la parole à des politiciens de différents partis qui reviennent entre autres sur les réformes des dernières décennies qui ont été minées par des contraintes budgétaires. Donc le livre qui est publié, qui a été publié hier et c'est la une ce matin du quotidien Le Devoir. Les journaux qui reviennent également sur les cadres financiers et qui comparent ces cadres financiers des libéraux et des conservateurs. On a eu donc celui des conservateurs au cours des dernières heures, en fait hier. Oui, et notamment, vous avez la une ce matin du National Post avec la comparaison entre le rouge et le bleu en faisant référence aux deux partis politiques, le Parti libéral et le Parti conservateur. L'éditorial à lire ce matin à la une du Post, le plan de Mark Carney est un véritable désastre. Le chef libéral qui a publié ce week-end son plan financier, son cadre financier qui prévoit des dépenses de 130 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années et un déficit accumulé de 62 milliards. Donc, voilà la une du Post ce matin. Pour le Globe and Mail, eh bien, vous avez la chronique de Campbell Clark. La plateforme de Pierre Poilievre n'est que de la pensée magique. Voilà, Pierre Poilievre qui compte sur l'équilibre budgétaire presque. Le programme électoral conservateur que M. Poilievre a rendu public contient quelques plans pour la plupart vagues, des réductions de dépenses, mais ça ne suffira pas à financer toutes les promesses du Parti conservateur, selon le chroniqueur du Globe and Mail. Dans le Journal de Montréal, ce matin, la chronique de Yasmine Abdel-Fadel qui dit que ces fameux cadres financiers, dont celui du Parti conservateur, ils étaient très attendus avec les promesses d'alléger les impôts comme on taille dans un gâteau, de supprimer la TPS sur des maisons à 1,4 million et de couper dans l'aide étrangère parce que la comparaison internationale s'est dépassée. On se demandait bien comment tout cela allait s'emboîter dans un document qui se tient debout. Et dans la presse, eh bien, vous avez plusieurs textes à lire, dont la chronique de Paul Journet, des pommes et des patates. Il dit ne comptez pas trop sur les libéraux, les conservateurs pour vous aider. Leurs cadres financiers sont arrivés tard durant la campagne et ils sont difficiles à comparer. Oui, tellement tard que certains ont voté avant même de les avoir lus. Il y a environ le quart des électeurs inscrits qui ont voté par anticipation au cours de la longue fin de semaine. Gabriel, merci beaucoup. À demain. Bonne journée, à demain.
vous avez des ados, pré-ados dans votre entourage, vous savez à quel point l'utilisation du cellulaire fait partie de leur vie, que ce soit pour communiquer avec des amis, regarder des vidéos, aller sur Internet. Bref, les utilisations sont assez nombreuses et on sait que dans les écoles, particulièrement les écoles secondaires, ça peut devenir un problème. Il y a eu une commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé, le développement des jeunes qui a été mis en place par Québec. Et donc, hier en après-midi, il y a eu cette recommandation d'interdire complètement les cellulaires dans l'ensemble des écoles primaires et secondaires du Québec. Ça veut dire partout dans l'école. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc, non seulement en classe, comme c'est le cas un peu partout, mais sur tout le terrain de l'école en question, le cellulaire serait interdit si on se fie à la recommandation de cette commission. Oui. Ce qu'on recommande, c'est, dans le fond, dès la prochaine rentrée scolaire, là, dès le mois de septembre, ça pourrait entrer en vigueur. On le sait, les téléphones cellulaires sont déjà interdits dans les classes, ça depuis le 1er janvier 2024. Mais Mathieu, on veut vraiment aller plus loin. Donc, la commission, vous l'avez dit, là, la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, mise en place le gouvernement Legault, recommande donc hier là, d'interdire l'usage du cellulaire, mais également des écouteurs et de tous les autres appareils mobiles personnels dans l'ensemble des écoles primaires et secondaires du Québec, aussi bien dans les classes que sur les terrains des écoles. Donc, on va vraiment plus loin. Il y aurait cependant des exceptions pour les élèves à besoins particuliers qui en ont besoin dans leur apprentissage, mais également pour les enseignants qui utilisent ces appareils, ces outils à des fins pédagogiques. On ne sait pas encore si cette recommandation sera acceptée, si elle sera mise en place par le ministre québécois de l'Éducation, Bernard Drainville. Bernard Drainville qui s'est dit hier ouvert à l'idée. Alors, on l'écoute, suivi de Kathleen Legault, qui est la présidente de l'Association montréalaise des directions d'école. On l'accueille avec beaucoup d'ouverture et beaucoup d'intérêt. Maintenant, on va terminer nos travaux et on va vous revenir le plus rapidement possible. Il faudrait que la décision se prenne très vite parce qu'actuellement, on est en train de finaliser nos codes de vie pour l'année prochaine. Oui, donc ça prend une réponse assez rapidement. Jean-Philippe, il y a des intervenants dans le milieu de l'éducation qui ont quand même des réserves. Dont les comités de parents. La Fédération des comités de parents du Québec affirme qu'il y a des élèves, Mathieu, qui ont besoin de leur téléphone cellulaire à l'école pour pouvoir communiquer avec leurs parents ou encore pour pouvoir communiquer avec leur employeur. Vous l'avez dit tantôt, surtout au secondaire. On écoute à ce sujet Mélanie Laviolette, la présidente de la Fédération des comités de parents. On était pour à ce que les jeunes puissent l'avoir suite aux recommandations que nos parents nous avaient données, mais on va s'adapter avec cette nouvelle réalité. Une des préoccupations qu'on pourrait avoir cependant, c'est que les jeunes quittent le territoire de l'école, surtout au secondaire, pour aller dans les rues avoisinantes, pour utiliser leur cellulaire et peut-être créer une certaine congestion autour de l'école. Donc, ce sera une éducation à faire auprès de nos jeunes. Nos parents veulent avoir les conditions gagnantes pour la réussite éducative de leurs jeunes. Et si une distraction est enlevée pour leur permettre de se concentrer sur leurs études, on adhère à ça. Une recommandation qui risque donc de faire des vagues, de faire discuter les élèves dans la cour d'école, ou en quoi ça va peut-être faire partie de leurs échanges de textos aujourd'hui? Oui, clairement, parce que la vaste majorité des élèves possèdent un téléphone intelligent, surtout chez les étudiants du secondaire, chez les élèves du secondaire. En fait, environ 50% des élèves de 6e année possèdent un téléphone cellulaire et c'est une proportion là, qui grimpe, qui passe à plus de 80% en première secondaire. Alors, l'idée là, d'interdire complètement le téléphone à l'école, le téléphone cellulaire, bien, ça va évidemment faire jaser aujourd'hui. Ça va alimenter les discussions dans les classes, dans les écoles. J'ai hâte de voir ce que va en penser mon fils de ça. Je ne sais pas si vos enfants vont en ont... Non. Ils sont au primaire, moi. Donc, moi, pour l'instant, à l'école, c'est pas un problème. À la maison, ça prend un peu de gestion quand même. Oui, mais j'ai hâte de voir à l'école. Mon fils, comment est-ce qu'il va trouver ça? Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Contribuez à la réussite des élèves au Centre de services scolaires de Montréal. Découvrez nos offres d'emploi en enseignement, orthophonie, psychoéducation, éducation spécialisée ainsi qu'en services de garde et soutien à la classe sur cssdm.ca/emploi. Rejoignez-nous pour faire la différence. Bonne écoute.